Bonjour à toutes, bonjour à tous. La folie a mauvaise presse. Parler de folie, c'est réduire une pathologie réelle à un accès romantique. Minimiser une maladie en l'insérant dans une catégorie plus large, plus vague aussi. Mais pour le philosophe Michel Foucault, le problème ce n'est pas le terme de fou, mais celui de malade mental. Le mot qui me paraît le plus perfide, c'est pas le mot fou. Vous avez l'usage courant, c'est un fou, c'est fou, etc. Mais si vous voulez, le mot est justement tellement galvaudé maintenant qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir en lui. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Bonjour Lucas Paltrinieri. Bonjour Adalbarat. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en philosophie politique et philosophie des sciences humaines et sociales à l'université de Rennes 1. Et c'est avec vous que nous commençons cette série sur la psychiatrie en parlant de l'histoire de la folie de Michel Foucault, que l'on vient d'entendre dire le mot qui me paraît le plus perfide, ce n'est pas le mot fou, mais malade mental. C'était en 75 au micro de Jacques Chancel. C'est le point de départ de son histoire de la folie, distinguer l'un de l'autre et montrer comment finalement ce qui paraît être une requalification est une prise de pouvoir. Oui, tout à fait. En effet, dans la première préface à l'histoire de la folie, en 61, Foucault parle précisément de la question de la maladie mentale. Qu'est-ce que c'est cette maladie mentale? C'est une sorte de confiscation d'une expérience par ce qu'il appelle, lui, effectivement, un pouvoir médical. Mais en quoi consiste fondamentalement ce pouvoir médical? Dans l'établissement d'une sorte d'objectivation du fou qui finalement conduit à une sorte d'impossibilité de dialogue entre le normal et le fou. Alors, c'est peut-être exactement ce dialogue que Foucault cherche quelque part de décrire dans son histoire de la folie. Quel est le dialogue qu'il y a eu entre la normalité et la folie, ou alors entre la raison et la déraison, on verra plus tard ce concept. Quelle est cette structure quelque part qui, en tant qu'homme appartenant à une certaine culture, à une certaine civilisation, nous conduit à isoler, à émarginer, quelque part à exclure cette personnage du fou et en même temps à chercher dans ce fou une sorte de vérité de nous-mêmes. Donc il y a quelque chose comme une structure que Foucault reproduit à travers tous ses livres qui finalement est un livre qui vient de sa thèse, et qui a une structure à la fois d'exclusion et d'intérêt. On exclut et en même temps on n'arrête pas d'étudier ce fou, d'étudier cette question de la folie, jusqu'à la réduire dans l'époque moderne à une maladie finalement objectivable par un regard, qui est le regard du médecin, dans un espace clos, qui est celui de l'hôpital psychiatrique. Alors, c'est la vraie question. D'où vient ce partage entre la folie et la raison? Précisons d'emblée que le terme de folie, pour Foucault, ne renvoie pas vraiment à un objet donné dont il s'agirait de faire l'histoire. Ce à quoi procède Foucault dans ce texte, c'est pas l'histoire de la folie, c'est l'histoire des expériences de la folie et des discours qui ont tenté de ressaisir cette folie. Exactement. Effectivement, cette question de l'expérience est très importante dans le premier Foucault, et par ailleurs elle reviendra à la fin de sa carrière de pensée, si vous voulez. Qu'est-ce que Foucault cherche à décrire par expérience? Le premier Foucault, c'est ce texte-là, c'est dans le début des années 60. Oui, début des années 60. C'est pas tout à fait le premier texte de Foucault. Le premier livre publié par Foucault, c'est un petit livre qui s'appelle Maladie mentale et personnalité, qui est publié en 54, et qui représente un peu le soubassement du travail qui sera fait ensuite par Foucault sur l'histoire de la folie. Mais dans ce livre, voilà, Maladie mentale et personnalité, ce concept d'expérience, il arrive un peu à la fin, et puis n'est pas très défini, alors que le projet de l'histoire de la folie, c'est fondamentalement de décrire quelque part ce développement historique de notre rapport à la folie à travers la notion de d'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience? C'est un ensemble,
des notions d'institutions, de mesures juridiques et policières, c'est l'ensemble des constats scientifiques. Tout cela rentre dans une sorte de expérience entendue comme perception de du fou, hein, et ensuite de la maladie mentale. Et ce qui caractérise effectivement cette histoire de la folie à l'âge classique, c'est que ce n'est pas du tout une histoire de la psychiatrie, au sens qu'il ne s'agit pas de partir de théories médicales, il ne s'agit pas de partir des dispositifs institutionnels, mais il s'agit justement de partir de l'expérience d'une perception. Comment on a perçu les fous à la Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance, et ensuite comment on l'a perçu à l'époque moderne. Donc c'est finalement une histoire de nous-mêmes. C'est une histoire de nous-mêmes. De ceux qui essayent de savoir. Oui, surtout parce que le fou, ce n'est pas, la folie, ce n'est pas un objet qui est là depuis le début et qui attend d'être découvert, mais en fait, la folie elle-même s'est construite à travers une structure d'exclusion, hein, à travers ces grands partages entre folie et raison. Et donc ce n'est pas un objet tout près que finalement la pensée médicale et la psychiatrie auraient découvert au XIXe siècle, mais c'est plutôt quelque chose qui s'est construit incessamment à travers notre expérience, donc à travers cet ensemble hétéroclite, hein, d'institutions, de notions, des dispositifs médicaux et juridiques. Alors on va écouter Foucault lui-même nous dire, enfin lu par Vincent Schmitt, un texte de l'histoire de la folie, nous dire ce que c'est que cette expérience qu'il appelle une expérience positive de la folie à l'âge classique, et vous verrez qu'il présente dans ce texte le projet qu'est le sien dans l'histoire de la folie, un projet dont il sait qu'il va être accueilli avec beaucoup de critiques, ça va être le cas, et donc il se justifie dans la seconde partie du texte sur ce projet lui-même. Ce qui caractérise le XVIIe siècle, ce n'est pas qu'il ait avancé plus ou moins vite sur le chemin qui conduit à la reconnaissance du fou, et par là à la connaissance scientifique qu'on peut en prendre. C'est au contraire qu'il se soit mis à la distinguer avec moins de clarté. Il l'a, en quelque sorte, résorbée dans une masse indifférenciée. Il a brouillé les lignes d'un visage qui s'était déjà individualisé depuis des siècles. Le fou de l'âge classique, enfermé avec les vénériens, les débauchés, les libertins, les homosexuels, a perdu les indices de son individualité. Il se dissipe dans une appréhension générale de la déraison. Étrange évolution d'une sensibilité qui semble perdre la finesse de son pouvoir différenciateur et rétrograder vers des formes plus massives de la perception. La perspective devient plus uniforme. Mais il ne s'agit pas ici d'établir une hiérarchie, ni de montrer que l'âge classique a été en régression par rapport au XVIe siècle dans la connaissance qu'il a prise de la folie. Il s'agit seulement, en dégageant les chronologies et les successions historiques de toute perspective de progrès, en restituant à l'histoire de l'expérience un mouvement qui n'emprunte rien à la finalité de la connaissance, de laisser apparaître le dessin et les structures de cette expérience de la folie, telle que le classicisme l'a faite réellement. Cette expérience n'est ni en progrès, ni en retard par rapport à une autre. S'il est possible de dire que le visage de l'insensé tend à s'effacer, ce n'est là ni un jugement de valeur, ni même l'énoncé d'un déficit de connaissance. C'est une manière d'approcher une expérience très positive de la folie. Ce n'est pas un jugement de valeur, insiste Foucault dans ce texte, le Capaltrieni. Alors, reprenons-le point par point. Il y en a deux, en fait, très importants. Le premier, c'est qu'il montre que lorsqu'on a identifié la folie à la déraison, ce n'était pas une manière d'identifier clairement ceux qui étaient appelés fous, mais au contraire de les diluer dans une masse très large qui comprenait les libertins, les homosexuels, les vénériens et les débauchés. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas parler, quand on parle de folie, de l'autre, de la raison, de la déraison, car alors on dissout la folie dans toute forme de marginalité. Oui, effectivement, dans ce texte, Foucault parle de l'expérience classique de la folie. Quand est-ce qu'elle commence cette expérience? Pour lui, il y a une date qui est celle de l'établissement de l'hôpital général, donc 1656, moment où les fous se trouvent enfermés à l'hôpital avec tout un ensemble d'autres personnages qui sont les libertins, les pauvres, les oisifs, la prostituée, qui fondamentalement aujourd'hui nous apparaissent complètement éloignés de cette expérience de la folie. Alors, cette grande construction
d'une sorte de brouillage, comme l'appelle Foucault, s'oppose à quoi? S'oppose à une autre expérience de la folie qui est celle qu'on a au Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance, dans laquelle la folie représente, dans laquelle la folie représente, dit Foucault, une sorte d'expérience tragique. Alors, qu'est-ce qu'il entend pour cette expérience tragique? C'est que le fou continue de renvoyer à l'homme l'angoisse quelque part de la mort, la crainte de la mort. Il rappelle à l'homme quelque chose comme une vérité, qui est la vérité de son être fini. Et donc, quelque part, il fait partie, il est beaucoup plus proche, en fait, de l'expérience quotidienne, cette folie, hein, même si le fou est déjà interné quelque part, ou alors il est envoyé sur des navires, sur des bateaux, hein, donc quelque part éloigné des villes. Et ceci parce que on perçoit dans la folie une sorte de danger, hein, et une sorte de menace, hein, qui est celle fondamentalement de dire à l'homme sa propre vérité d'être fini. D'être fini, et pourquoi la limité. folie renvoie-t-elle à la mort? Mais quelque part, dans les fous, dans la folie, il y a les risques d'une expérience que tous on peut faire quelque part, et qui est une expérience du délire, si vous voulez, l'expérience d'une perte de soi, l'expérience d'une sorte de brouillage, si vous voulez, entre les rêves et l'éveil, et toutes ces, si vous voulez, tous ces brouillages qu'apporte le fou, représentent pour l'homme de la Renaissance une menace continuelle, hein, qui est celle de la perte de soi. Et donc, dans ce sens, en fait, cette perte de soi, elle rappelle quelque part la mort, hein, parce que il y a quelque chose de tragique dans l'expérience de la folie, hein, c'est une sorte de voyage vers l'union. Hein, Alors, dans l'expérience classique de la folie, en revanche, le fou commence à être donc interné avec tout cet ensemble de personnages, pour une série de raisons qui sont aussi liées à des questions économiques, c'est-à-dire il faut quelque part interner tous ces oisifs pour essayer de les mettre au travail, et pour commencer même à faire des distinctions à l'intérieur de ces personnages entre qui est capable de travailler et qui n'est pas capable. Donc on prépare effectivement là déjà un terrain dans lequel le fou va émerger petit à petit comme figure singulière, mais au début effectivement la folie perd de son individualité, comme dit Foucault. Le fou perd son individualité et il devient quoi? Il devient le déraisonnable. Voilà, c'est ça. Il se dissipe dans une appréhension générale de la déraison. Au moment où Foucault rédige ce texte, avant qu'il soit publié sous forme de livre, c'était d'abord ça avait pris la forme d'une thèse en mai 1961 qui s'appelait Folie et déraison. L'histoire de la folie à l'âge classique. Et le terme de déraison apparaissait ici. Il est très important de distinguer la folie de la déraison ici pour pouvoir suivre Foucault dans son développement. Oui, le fou, il est à ce moment-là le déraisonnable au sens qu'il refuse de suivre la raison correcte, quelque part, qui permet aux hommes de vivre dans une société, dans une certaine socialité. Et dans ce sens, ces gestes qui est véritablement un choix éthique. Hein, elle se définit sur un fond de morale, cette déraison, au sens que c'est un geste qui accumule à la fois les libertins, la prostituée, etc. Et on ne veut pas participer à cette socialité. On ne veut pas être de gens qui travaillent, quelque part. Et donc il y a un choix éthique derrière. Et le fou, il est imputé lui-même de ce choix éthique. C'est un choix? Oui, c'est un choix. C'est le choix de ne pas suivre la raison. Et la déraison, c'est exactement ça. En fait. C'est montrer à quel point la raison est toujours première pour ceux qui pensent ça. C'est que exactement. La raison est d'abord là, donc ne pas suivre la raison, c'est forcément un choix. Ça peut pas être une maladie ou autre chose. Non, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose comme une expérience morale qui est chargée par ailleurs de toute une stigmatisation. Si vous prenez par exemple Hobbes, vous prenez le Léviathan, hein, dans le Léviathan, il y a une figure qui est celle du foolish, du fool en fait, du fou, qui est un personnage quelque part, ne renonce pas à son intérêt, même une fois qu'il est entré dans le contrat, il refuse de suivre ce qu'il a accepté raisonnablement de faire avec les autres. Et cette figure-là, effectivement, c'est une figure que vous voyez, elle est passible de condamnation morale. On peut le condamner. Donc le fou est toujours responsable de sa folie à ce moment-là. Dans l'expérience classique, effectivement, oui. Alors,
il y a un autre épisode effectivement qui pour Foucault représente cette expérience classique de la folie, et qui est l'épisode plus spécifiquement philosophique, et ce sont les méditations de Descartes, dans lesquelles effectivement la folie est exclue en tant que possibilité de la raison elle-même. Être raisonnable, ça signifie ne pas être fou, mais alors ça signifie quoi? Ça signifie choisir éthiquement en fait la voie de la raison. C'est ce que fait, dans la lecture que Foucault fait de Descartes, la possibilité, la proximité de la folie à la raison, la proximité de la folie à l'homme raisonnable disparaît absolument. Précisément, c'est au début de la première méditation métaphysique de Descartes, et alors qu'il se demande comment prouver que le monde existe et que son corps existe, il sait très bien que ses sens peuvent le tromper. Il dit, est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Et puis il écrit, si c'était peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi, conclut-il, ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Ici, Descartes exclut absolument la folie comme option de la raison. Et ça, c'est récent. Là, on est en 1641. Si on remonte dans l'histoire de la philosophie, même chez Montaigne et dans les essais, oui, on ne trouve pas la même chose. Montaigne entrevoit la possibilité de la folie comme étant une manière d'appréhender les choses. Exactement. C'est-à-dire que dans l'expérience préclassique de la folie est toujours un risque. Est toujours quelque chose de présent dans la raison elle-même. Et donc, dans le développement lui-même de la philosophie, c'est un risque. Erasme de Rotterdam, par exemple, lui-même, dans son éloge de la folie, présente cette folie comme une sorte de risque, même s'il commence déjà à la mettre à distance. Donc, c'est une première domestication, si vous voulez. Mais l'aboutissement de ces projets, de ces gestes, on le retrouve effectivement, selon Foucault au moins, chez Descartes, qui distingue radicalement le rêve et la folie. Les rêves, aussi, c'est une perte de soi quelque part. Mais dans les rêves, il y a toujours un fond de vérité. Et dans les rêves, je peux toujours, quelque part, assumer une attitude détachée, une sorte de distance. Dans la folie, il n'y a plus cette sorte de distance. Il y a au contraire, comme je le disais, un choix qui nous a éloignés quelque part de notre humanité raisonnable. Alors comment les choses évoluent-elles au siècle d'après? Parce que là on est au tout début de l'histoire de la folie, le fou est stigmatisé mais avec tous les autres marginaux. Et puis, nous dit Foucault, si on avance un peu dans son livre, il y a ce moment, vous en avez parlé, à l'hôpital général, où finalement le fou lui-même va accéder à un statut différent des autres marginaux. Comment est-ce que ça se passe? Oui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on commence effectivement à étudier ces populations. Et on commence donc à créer des classifications, à créer une nosographie. Et c'est là qu'on commence, par exemple, à étudier la folie comme une sorte de dérèglement de la passion. La folie commence à être un délire. Sur ces points, Foucault, avec une interprétation qui peut être discutable, il insiste sur l'aspect purement langagé de la folie. C'est qui est fou parmi tous ces personnages internés dans l'hôpital général? C'est celui qui parle continuellement, mais qui parle à travers un délire qui ne renvoie fondamentalement qu'au rien, qu'au néant. Et à ce moment-là qu'on commence donc à établir tout un discours sur les causes. En fait, qu'est-ce qui cause cette sorte de délire? Eh bien, on va chercher dans les passions, on va chercher dans les milieux, on va chercher dans une sorte d'éloignement du fou de la société elle-même. Et quelque part, on a là le début d'une sorte de raisonnement théologique, médical, qui va permettre quelque part d'isoler, alors non pas tellement une nature, mais un personnage. Un personnage qui a cet être déraisonnable. Mais les fonds moraux, les fonds de condamnation morale de cette folie, ils restent tout entiers. On n'est pas dans l'expérience classique encore, dans une sorte de dépassement de l'idée de folie et de l'attribution à la folie d'une sorte de nature qui serait celle plus tard de la maladie mentale. On est plutôt toujours dans l'idée qu'il y a une sorte de vice qui est lié à cette folie et qui crée une sorte de continuum entre tous ces personnages, même s'ils sont désormais distinguables. On est à quelle période là? Là, on est
on est au XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, oui, on a tout un discours sur les causes morales et physiques de la folie, qui par ailleurs est parallèle au discours sur les causes morales et physiques qu'on commence à faire au même moment pour étudier les sociétés, chez Montesquieu par exemple. Et on applique ce même type de discours à la folie pour essayer de dénicher quelque part une vérité de ces personnages. D'où il vient, comment est-il possible qu'il se soit enfermé dans ces délires, et cette sorte de raisonnement effectivement qui va créer quelque chose comme un raisonnement pré-psychiatrique, ou en tout cas une sorte de proto-psychiatrie. Donc à partir de quel moment est-ce que ce personnage, pour employer l'expression de Foucault de fou, d'ailleurs on entend fou dans Foucault, devient-il un objet d'étude de la médecine? Ce qu'avait dit, c'est comme il est appréhendé par des recherches qui sont davantage sociologiques ou historiques. À partir de quand est-ce qu'on attribue la folie à la compétence de la médecine? Du moment où on commence en fait à étudier cette folie comme une altération des facultés humaines, et donc comme du moment où on commence, selon Foucault, à voir dans cette folie une sorte de vérité anthropologique, c'est-à-dire une vérité de l'homme lui-même. Là, il y a quelque chose, le projet médical autour de la folie, selon Foucault, s'est créé à partir de cette tentative de déchiffrer dans la folie, dans la déraison, à ce moment-là, une sorte de vérité de l'homme lui-même à partir de ses limites. C'est-à-dire que ce sont les expériences négatives, ce qui n'est pas homme, ce qui n'est pas véritablement homme, qui va nous donner la clé de qu'est-ce que c'est le véritable homme. Et donc, quelque part, le projet médical pour Foucault s'établit à l'intérieur d'un domaine qui sera ensuite celui des sciences humaines, c'est-à-dire celui de comment on va étudier cet être nouveau, selon Foucault, comme le décrira plus tard dans les mots les choses, qui est l'homme, mais à partir non pas d'une sorte de plénitude, d'une sorte d'étude de la raison, par exemple, mais plutôt à partir des expériences limites. D'expériences limites qui sont celles de la folie, de la mort, encore une fois. Et ça, c'est un point qui est très important parce que, évidemment, il y a une sorte de lecture hegelienne de Foucault là, c'est-à-dire qu'on va chercher les négatifs, on va chercher de comprendre les positifs par les négatifs. Mais ça, c'est le travail du philosophe plus que du médecin, de comprendre ce qu'est l'homme. Oui, tout à fait. Mais vous savez que la médecine, à ce moment-là, par exemple, chez les idéologues, chez Cabanis, est encore fortement impliqué en sorte de structure philosophique. Ce qui est intéressant dans la folie, par ailleurs, c'est que le projet de guérison est toujours lié à un projet de connaissance. Et ça fait partie effectivement de la médecine elle-même, c'est-à-dire qu'on étudie des causes, on étudie des effets, des conséquences, mais dans la folie, il y a quelque chose de plus promettant, si vous voulez, qui est d'étudier la nature de la raison humaine elle-même. Et donc, ces projets médicaux et ces projets philosophiques, quelque part, sont impliqués. Et d'où l'intérêt de Foucault pour cette histoire de la folie et pour la folie elle-même. C'est un intérêt. C'est l'idée finalement d'étudier notre société à partir de ce qu'elle a exclu, à partir de ses limites, à partir de ses partages. Et par ailleurs, dans la préface toujours de la première édition de l'histoire de l'histoire de la folie, en fait, Foucault dit, fondamentalement, il y a un projet qui serait d'étudier en fait la société occidentale à partir des limites et à partir des partages. Donc les partages, par exemple, entre Orient et Occident, les partages entre les rêves et l'éveil, les partages concernant tous les interdits sexuels. Donc c'est un projet, si vous voulez, beaucoup plus large, qui est quelque part aussi lié à l'ethnologie à ce moment-là, qui est lié aux études de Lévi-Strauss et à l'idée qu'on peut étudier la société occidentale à partir de ce qui justement n'est pas occidental, à partir de ce qui est l'autre. Le projet de Foucault est de réfléchir à ce qu'est l'homme à partir de ce qu'il n'est pas, mais c'est aussi d'identifier comment, dans la société dans laquelle nous vivons, la société occidentale, bien souvent, le savoir est synonyme de pouvoir. Et c'est ça aussi qui l'intéresse dans l'histoire de la folie. L'expérience de la folie ne serait rien sans l'expérience de sa médicalisation et comment celui qui s'instaure comme médecin du fou, ce qui deviendra un psychiatre, est lui-même
détenteur d'un savoir médical qui lui arroge dont il s'arroge un certain pouvoir. C'est le diagnostic que Foucault fait toujours en 75 au micro de Jacques Chancel. Je vous propose qu'on l'écoute et vous nous direz ensuite en quel sens est-ce que ce qu'il affirme dans l'histoire de la folie et dans ce son-là, eh bien, va pouvoir être retourné contre lui parce qu'on va l'accuser d'antipsychiatrie. J'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, c'est pas du tout par agressivité contre eux. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cris dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours. C'est à partir de l'asile que m'est apparu un espèce de problème qui n'a pas cessé de me hanter, qui est, si vous voulez, le problème du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que la connaissance puisse fonctionner, ou si vous voulez que l'on puisse découvrir la vérité, la réalité, l'objectivité des choses, sans mettre en jeu un certain pouvoir, une certaine forme de domination, une certaine forme d'assujettissement. Bon. Connaître et assujettir, savoir et commander, ce sont des choses qui sont intimement liées, et si vous voulez, je l'ai découvert à l'état pur dans l'asile, où là, le savoir médical, la connaissance apparemment sereine et spéculative du psychiatre est absolument indissociable d'un pouvoir extraordinairement méticuleux, savamment hiérarchisé, qui se déploie dans l'asile et qui constitue véritablement l'asile. Alors c'est là où ça m'est apparu. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de psychiatrie cette semaine et aujourd'hui de l'histoire de la folie de Michel Foucault en compagnie du philosophe Luca Paltrinieri. On vient d'entendre Foucault, bouleversant, qui raconte son expérience et la manière dont lui-même a été bouleversé par la voix des fous, les voix des fous, dit-il, dans l'asile. On expliquera comment est-ce que l'asile a émergé dans l'histoire de la folie, tel que Foucault l'a décrit. Mais quand il dit cela, il se distingue immédiatement des psychiatres, dont, dit-il, le rôle de sachants, ceux qui savent, leur permet d'exercer un pouvoir qui les rend finalement presque sourds aux voix des fous. Il est difficile de ne pas entendre dans ses propos une position qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'antipsychiatrique. Qu'en pensez-vous, le Paltrinieri? Oui, tout à fait. Alors déjà, où Foucault a rencontré l'asile, il faut savoir que Foucault, dans les années 50, il a bien 2 diplômes de psychologie. Il est stagiaire à Sainte-Anne et il enseignera la psychologie par ailleurs pendant longtemps, à Lille notamment. Donc c'est un jeune normalien, philosophe, agrégé, mais teinté par cette psychologie, par cette science psychologique, et surtout il a lui-même quelque part partagé à l'intérieur de cette tension vers la psychologie entre 2 approches, une approche disons plus philosophique qui est propre à ce moment-là de la phénoménologie par exemple, alors que Foucault effectivement va écrire une préface sur l'existence de Wiesbanger, dont on parlera jeudi prochain d'ailleurs. Oui, donc vous allez en parler plus tard. Et d'autre part un projet de psychologie scientifique, qui elle essaye à la fois d'étudier objectivement ces phénomènes de la maladie mentale, parce que à ce moment-là, Foucault, on est en 54 par exemple, enfin, dans les années 50, Foucault utilise encore ce concept de maladie mentale, et en même temps à travers cette étude, disons, objective de la maladie mentale, il y a tout un projet de psychothérapie à ce moment-là qui essaye d'insérer les phénomènes sociopolitiques, les phénomènes sociaux dans l'explication de la folie et de la maladie. Et ça, c'est un peu les projets que lui-même Foucault conduit dans son premier livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Maladie mentale et personnalité. Il essaye quelque part de connecter l'aliénation sociale et l'aliénation mentale. Il essaye de voir comment fondamentalement il y a toujours des conditions sociopolitiques qui conduisent à la folie étant une souffrance quelque part des individus qui ne peuvent pas être intégrés quelque part, qui ne veulent pas s'intégrer. Il y a un phénomène, il y a même de la résistance dans la folie, dans les structures sociales d'une époque.
Alors à ce moment-là, il se réfère aussi à toute une série de psychiatres qui, depuis les années 40, en réalité en France, essayent quelque part de critiquer l'institution psychiatrique, de critiquer l'autorité du médecin lui-même. Je pense notamment à Tatosqueyes, je pense à Bonafé, c'est-à-dire ceux qui sont fondamentalement aux origines de la psychothérapie institutionnelle et qui vont établir ce premier grand hôpital à Saint-Alban dans lequel ce qu'on fait fondamentalement c'est de casser le mur et de dire ben voilà la communauté des malades et des psychiatres est une même communauté qui essaye à ce moment-là de résoudre un même problème qui est celui tout simplement de la survie parce que les malades pendant la guerre ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc là il y a une première effectivement mise en question de cette autorité psychiatrique, de ce pouvoir psychiatrique, dont Foucault est tout à fait au courant. Et Foucault aussi, ce qu'il va faire dans l'histoire de la folie, c'est à la fois de se situer dans cette remise en question de l'autorité psychiatrique, mais en même temps avec un doute assez fort qui concerne à la fois la question de l'humanisme et la question de l'institution. L'humanisme parce que au fond, dans cette idée d'humaniser la folie, selon Foucault, il y a toujours les résidus d'une mentalité positiviste qui s'est affirmée au XIXe siècle et qui trouve effectivement son épisode central dans cette libération des fous par Pinel. Alors qui est Pinel? Parce qu'en effet on dit qu'il a libéré les fous. Qui était-ce? Pinel c'est un psychiatre, c'est un psychiatre qui en 1794 entre dans l'hôpital de Bicêtre et il dénonce les conditions inhumaines dans lesquelles les fous sont gardés, donc et quelque part affirme une sorte de nature de la folie qui est finalement complètement distinguée des autres formes de la déraison. Et on peut dire qu'à ce moment-là commence l'histoire moderne de la folie, selon Foucault, commence aussi la psychiatrie au sens moderne. Elle commence avec cette libération. C'est une libération fondamentalement ambiguë. C'est aussi le début de l'asile alors? C'est le début de l'asile. On libère le fou de l'hôpital général, mais on l'enferme à l'asile. Exactement. C'est-à-dire qu'on estime que le fou a besoin d'un espace à lui pour être soigné. Et cet espace à lui, c'est un espace dans lequel fondamentalement on va reconstituer, et ça c'est véritablement le travail de Tuck par exemple, qui est un peu le correspectif de Pinel mais du point de vue anglo-saxon, on va reconstituer dans cet espace de l'asile une sorte de naturalité auquel le fou aurait été, de laquelle le fou aurait été privé quelque part. Et par cette naturalité, qui est la naturalité des rapports sociaux, du travail, de la famille, on va les réintégrer. Il y a un projet, vous voyez, qui est profondément humaniste et qui est un projet de prise en compte de l'humanité du fou comme quelqu'un qui est toujours humain, mais avec une profonde ambiguïté pour Foucault, parce qu'il va rétablir quoi? Le pouvoir du psychiatre lui-même comme médecin. C'est exactement ce qu'il dit dans le 4e chapitre de la 3e partie de l'histoire de la folie, naissance de l'asile. Avec le silence, la reconnaissance en miroir, le jugement perpétuel, il faudrait ajouter une 4e structure propre au monde asilaire tel qu'il se constitue à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'apothéose du personnage médical. De toutes, elle est sans doute la plus importante, puisqu'elle va autoriser non seulement des contacts nouveaux entre le médecin et le malade, mais un nouveau rapport entre l'aliénation et la pensée médicale, et commander finalement toute l'expérience moderne de la folie. Le médecin, nous l'avons vu, n'avait pas de part à la vie de l'internement. Or, il devient la figure essentielle de l'asile. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le certificat médical était devenu à peu près obligatoire pour l'internement des fous. Mais à l'intérieur même de l'asile, le médecin prend une place prépondérante, dans la mesure où il l'aménage en un espace médical. Pourtant, et c'est là l'essentiel, l'intervention du médecin ne se fait pas en vertu d'un savoir ou d'un pouvoir médical qu'il détiendrait en propre, et qui serait justifié par un corps de connaissances objectives. Ce n'est pas en tant que savant que l'homo medicus prend autorité dans l'asile, mais comme sage. Si la profession médicale est requise, c'est comme garantie juridique et morale, non pas au titre de la science.
Un homme d'une haute conscience, d'une vertu intègre et qui a une longue expérience de l'asile pourrait aussi bien se substituer à lui. Car le travail médical n'est qu'une partie d'une immense tâche morale qui doit être accomplie à l'asile et qui seule peut assurer la guérison de l'insensé. On croit que Tuke et Pinel ont ouvert l'asile à la connaissance médicale. Ils n'ont pas introduit une science, mais un personnage, dont les pouvoirs n'empruntaient à ce savoir que leur déguisement ou, tout au plus, leur justification. Alors bien sûr, à ce moment-là du texte, Foucault parle du 19e siècle, le moment, vous l'avez dit, où Pinel va soi-disant libérer les fous, même si Foucault dit que finalement les fous n'ont pas attendu Pinel pour se libérer eux-mêmes, on y reviendra peut-être. Mais quand même, le diagnostic qu'il dresse du rôle du médecin, disons psychiatre, à l'égard des fous au sein de l'asile est absolument sans appel. Il dit bien que n'importe qui pourrait se substituer au psychiatre, tellement son rôle n'est pas celui d'un scientifique qui détiendrait une connaissance, mais celui d'un sage qui, au fond, intervient en tant que gardien des personnes qui sont autour de lui, et sa tâche est surtout morale. C'est vraiment, même si Foucault s'en garde et se garde de porter un jugement, c'est quand même très très dur envers la profession, non ? Oui, mais pas plus dur fondamentalement de critique de l'époque. En tout cas, c'est vrai que dans ces chapitres sur Pinel, on voit, avec la naissance de la psychiatrie moderne, l'apparition de grands personnages. Pinel lui-même, Charcot plus tard, Esquirol. Avec toute l'ironie derrière le terme de personnage. Oui, non enfin, voilà, des grands personnages qui sont de grands sujets, des grands médecins, et Freud lui-même plus tard. Alors, qui est ce personnage pour Foucault, du médecin? C'est fondamentalement un maître de la folie. C'est celui qui, par la direction correcte du fou, il a le devoir de les ramener à la raison. Mais alors, ça signifie qu'en fait, le mur lui-même de l'hôpital ou les chaînes n'ont plus cette fonction aussi importante de séparation, définition, classification, nosographie, etc. Mais c'est dans l'autorité elle-même et dans l'affrontement du médecin au fou qui se joue l'essentiel de la guérison. Alors, pourquoi c'est un personnage moral? Parce que, en fait, le fou doit être ramené quelque part à reconnaître sa propre folie. Et le but aussi de tout l'affrontement que Foucault décrit entre par exemple le Charcot et les hystériques dans les pouvoirs psychiatriques, c'est exactement cette idée de ramener la personne qui est aliénée quelque part à reconnaître qu'elle est lui-même coupable de sa folie. Et donc quelque part le fond reste moral. Même si la folie est définie comme maladie mentale, même si le fou est libéré des chaînes, sa nouvelle prison est quelque part la volonté du médecin qui doit les conduire vers la normalité. Voilà pourquoi Foucault décrit l'utilisation de maladie mentale plus que de fou. Parce que c'est hypocrite, dit-il. Oui, tout à fait, absolument. Sous cette terme de maladie mentale apparaît au contraire une sorte d'objectivation de la folie qui pourrait être décrite comme une quelconque autre maladie, c'est-à-dire en essayant de trouver des causes, et notamment à niveau non seulement pathologique, mais à niveau organique. Ce que Foucault dit, certes, on peut continuer à chercher ces causes organiques de la folie, on peut même mettre en place des psychothérapies beaucoup plus actives, on peut utiliser des psychotropes, etc., mais quelque part, ce que l'on perd, c'est toujours cette expérience fondamentale du rapport à l'autre qu'il y avait depuis le début dans l'expérience de la folie. Et ce qui se perd en fait dans la psychiatrie moderne, c'est ça. C'est l'idée d'une sorte l'objectivation du fou va quelque part conduire à un oubli de ce que le fou avait représenté dans l'histoire occidentale, dans l'histoire dans la conscience européenne, en tant que figure de l'autre. Mais ne peut-on objecter à Foucault de reproduire ce que lui-même dénonce par ailleurs en voulant faire en sorte que la folie ne soit pas normalisée, ne soit pas faussement pathologisée, eh bien de maintenir finalement une exclusion. Peut-être que Foucault a besoin lui-même de cet autre pour mieux penser l'identité. Oui. Peut-être qu'il a besoin de maintenir cette altérité, cette forme d'exclusion, ce terme même de folie qui dit bien quand même que ce n'est pas la raison. Oui, oui, mais bien sûr. Je dirais même qu'en fait,
en réalité, tous les projets d'histoire de la folie, voyez-vous, c'est un peu, d'un côté, effectivement, décrire des transformations historiques et sociales qui vont profondément changer ce que l'on met sous ces mots de folie, et donc des raisons, maladies mentales, etc. Mais en même temps, les projets d'histoire de la folie, projets un peu naïfs, selon les mots de Foucault lui-même plus tard, c'est fondamentalement de revenir continuellement à ces partages originaires et à ces moments de l'exclusion et à ces moments de la distinction entre l'homme de raison et le fou, quelque part, qui représente une sorte de vérité verticale du Foucault de l'histoire de la folie. Il y a quelque chose qui se réjoue continuellement de cette exclusion. Et je ne pense pas que le rêve ou la libération consisterait fondamentalement à éliminer ces partages, consisterait fondamentalement à ne plus distinguer les fous et les non-fous, etc. Parce que précisément, en fait, le fou représente à lui-même une expérience qui dit quelque chose de la moderne. Oui, mais quand on l'appelle fou, on l'assigne aussi à une forme d'identité qui serait celle de la folie. Or, oui. Peut-être la ligne de partage est-elle moins claire entre raison et folie, entre soi et l'autre, que ce que le terme implique. Oui, tout à fait. Le grand problème dans cette histoire de folie, de partage, etc., c'est que on voit toujours le partage qui est fait à partir d'un langage qui est le nôtre. Et si Foucault définit avec une formule assez célèbre la folie comme absence d'œuvre, c'est justement que le fou ne peut pas parler. Ça veut dire quoi, absence d'œuvre? Absence d'œuvre, c'est une expression que Foucault reprend de Blanchot. Blanchot avait travaillé sur l'histoire de la littérature, en montrant justement comme une grande partie d'écrivains au XXe siècle avaient laissé une œuvre qui n'était pas finie, en fait, une œuvre non terminée. Et donc, quelque part, cette idée d'une sorte d'incomplétude, Foucault la reprend pour l'appliquer à la folie, et il voit dans la folie une absence d'œuvre, d'abord parce que la folie nous renvoie toujours à ce néant de l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce néant de la mort, etc. Ensuite, absence d'œuvre au sens très matériel, parce que fondamentalement, lorsqu'on va regarder pendant le XVIIIe siècle qui est le fou parmi tout cet ensemble bariolé de figures, c'est celui qui n'est pas capable de travailler. Donc, absence d'œuvre au sens vraiment matériel de celui qui est incapable de se mettre au travail, d'être mis au travail. Et donc, c'est l'oisif par définition, si vous voulez. C'est celui qui ne pourrait jamais être réexploité, disons, par la société. Vous savez, il y a la question de comment on crée de la force de travail à ce moment-là, avec le début du capitalisme, et toutes ces questions de comment, fondamentalement, on va mettre au travail les pauvres. Et donc, absence d'œuvre, donc, à la fois très matérielle, incapacité de travailler, et puis absence d'œuvre au sens que il y a quelque chose toujours du néant, et ce néant, c'est le néant du langage, en fait. Le fou, qu'est-ce qu'il va laisser quelque part? Il va laisser des délires qui ne sont pas transmissibles, qui ne sont pas réexploitables dans le langage qui est le nôtre. Et donc, c'est une expérience, celle du fou, qui ne laisse pas de traces. Elle laisse des traces, mais qui sont des traces incomplètes. Et fondamentalement, pour déchiffrer ces traces, dit Foucault, la seule chose qu'on peut faire, c'est de nous adresser aux expériences littéraires qui continuent de conserver, en fait, un rapport à cette folie tragique qui était celle de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que ce livre, l'histoire de la folie, est continuellement traversé par cette question de la littérature. On va trouver des personnages comme Cervantes, Don Quichotte, Nietzsche, Sade. La littérature, c'est un peu la seule porte qui est encore un peu ouverte vers cet autre, cette absence d'œuvre de la folie. Et c'est pour ça que fondamentalement la littérature elle-même, dans ses aspects les plus lyriques, elle ne peut pas quelque part arriver en totalité, s'accomplir dans une totalité, c'est parce que justement elle est toujours traversée par cette expérience du néant. Donc c'est la limite de son propre geste aussi que Foucault pointe dans ce texte. C'est que lui ne peut que entre guillemets retracer l'histoire de notre appréhension de l'expérience de la folie, mais aucun discours définitif ne pourrait être prononcé sur cette expérience, et donc il faut passer le relais à la littérature, aux archives. Oui, en sachant que Foucault lui-même fait un grand usage des archives,
mais l'histoire de la folie, c'est peut-être les textes les plus littéraires de Foucault lui-même. C'est-à-dire, c'est un texte dans lequel il mime quand même un peu les styles de Blanchot, d'Artaud, de Bataille, qui sont les grandes figures, disons, noires de l'époque, et qui sont un peu les personnages conceptuels et les penseurs, les philosophes que Foucault utilise un peu comme une arme contre Sartre et cette théorie de l'engagement. Pour Foucault, dans la littérature, il ne s'agit pas de faire de la littérature une arme au service du prolétariat ou de la guerre des classes, quelque part, mais il s'agit justement de voir dans la littérature des expériences d'un au-delà de notre raison et donc de notre civilisation, de notre société, qui nous mettent directement en contact avec cet autre. Alors directement, voilà, c'est toujours... Oui, le directement peut être questionné, et même l'au-delà de la raison. Dire que la littérature est dans l'au-delà de la raison, c'est avoir une conception assez étrange de la littérature. La raison n'est pas que le propre du philosophe. Non, mais la littérature, elle n'est pas l'au-delà de la raison. La littérature, elle pointe vers un au-delà de la raison. Elle pointe notamment dans cet exercice, par exemple, de Raymond Roussel, donc auteur qui fait objet d'un ouvrage pour Foucault, de Foucault lui-même, chez Blanchot, etc. Cette accumulation infinie des mots, elle reprend un aspect du délire. Elle renvoie cette murmure sous-jacente qui était mise au silence, qui était celui de la folie et de la Renaissance, selon Foucault. Oui, voilà, mais c'est comme si Foucault lui-même avait une conception de la raison qui était assez dogmatique, en fait. Et que tout ce qui sort du discours méthodologique, philosophique, scientifique, est déjà en lien avec la déraison. Alors la raison peut être plus malléable que ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Effectivement, c'est un reproche qu'on peut faire à Foucault dans cet premier ouvrage. Et par ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il va décrire l'événement de la raison occidentale à partir de Descartes, donc de la méthode, de la fondation absolue de la pensée dans une sorte de moi qui pense. Donc, c'est tout à fait un projet qui est évident chez Foucault à ce moment-là, du point de vue véritablement philosophique, de critiquer la raison et ses limites. Mais c'est un Kant, disons, travaillé à travers Nietzsche. Ce sont les limites de la raison, mais à partir justement de tout ce qui est déraisonnable, de tout ce qui sont les limites réelles, les expériences concrètes en fait, qui représentent ces partages entre folie et raison. Que reste-t-il de ce texte aujourd'hui, près de 60 ans après sa publication? Est-ce que pour vous c'est un texte qui est daté ou qui au contraire peut encore nous apporter quelque chose dans la réflexion sur la psychiatrie aujourd'hui? Alors ce texte déjà dans l'œuvre de Foucault il connaît une sorte de reprise mais qui reste un épisode quelque part et qui est le cours que Foucault fait en 1974 sur le pouvoir psychiatrique qui est par l'aveu lui-même de Foucault une sorte de réactualisation de l'histoire de la folie mais à partir justement d'une critique de son projet originaire. Critique déjà parce que l'histoire de la folie c'était une histoire de représentation, alors que là il veut faire une histoire de rapports de pouvoir et notamment des dispositifs de pouvoir. Et donc même cette figure dont on a parlé du psy et du pouvoir psychiatrique deviennent dans ce texte la fonction psy, une fonction qui devient omniprésente, qui est inhérente à la société elle-même, qui traverse effectivement les murs de l'hôpital psychiatrique, mais pour devenir une véritable entreprise de normalisation sociale. Et puis, un point qui est important dans ce cours aussi, c'est la critique de l'institution. Foucault disait, au fond, l'histoire de la folie restait à l'intérieur d'une approche qui donnait une valeur trop grande à l'institution, à la fois l'institution de l'hôpital général, l'institution asilaire, et quelque part, il faut critiquer cette idée d'institution parce que elle nous empêche de voir comment la psychothérapie fonctionne comme une instance de normalisation bien au-delà en fait des murs de l'hôpital. Alors ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Déjà, Foucault n'avait pas pris connaissance. Foucault connaissait bien cette psychothérapie institutionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'était un peu, si vous voulez, l'antipsychiatrie à la française. Les travaux d'antipsychiatrie en milieu anglo-saxon, ils sortent véritablement en 62, et donc c'est Laing, c'est Cooper, c'est Zatz, et
Foucault va prendre connaissance de cette littérature seulement après. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il commence véritablement à être lu, notamment en dehors de la France, le projet d'histoire de la folie est tout de suite connecté à cette expérience de l'antipsychiatrie. Je pense par exemple à Basaglia aussi en Italie, qui pourtant appartenait à un horizon philosophique complètement différent, mais qui va lire les livres de Foucault comme quelque chose qui fondamentalement confirmait ses vues sur la nécessité de décloisonner l'institution psychiatrique et finalement même d'éliminer totalement l'hôpital psychiatrique. C'est ce qui s'est passé ensuite en Italie. Et pourquoi? Parce que fondamentalement il y a dans l'histoire de la folie un accent fort, mais depuis les premiers travaux de Foucault, sur les aspects sociopolitiques qui ont conduit à cette expérience. Et c'est ce que voulait mettre en lumière l'antipsychiatrie, c'était exactement ça, c'était les conditions sociopolitiques de la maladie mentale et la violence surtout. Qui est exercée par cette autorité, ces pouvoirs psychiatriques sur les individus, sur les fous et sur la société tout entière. Foucault, oui, au début... Allez-y, il nous reste très peu de temps. Au début, il est peut-être très proche de cette idée des violences, mais fondamentalement, ensuite, il essaie justement de s'en détacher, parce que la violence est un constat moral. La violence n'explique pas ce qui se passe véritablement dans cette fonction psy qu'il essaie d'étudier plus tard dans les pouvoirs psychiatriques. Merci Luca Paltrinieri, bravo. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Expérience du concept, Michel Foucault entre une épistémologie et histoire aux éditions de la Sorbonne, paru en 2012.